Mercredi 4 mai 2022, à la une de l'actualité. Il sera question dans ce 13h de la commémoration de la 29e journée mondiale de la liberté de la presse. Selon une étude menée par le centre de presse Norbert Zongo sur l'état de la liberté de la presse en 2021, la moyenne du Burkina Faso est de 2,25 sur 4 contre 2,41 sur 4 en 2020. Une note qui est difficilement appréciée par le président du comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo. Vous l'entendrez dans quelques instants. Afin de contribuer à une meilleure conservation des sols et des eaux dans les sites d'exploitation artisanale de l'or, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies entre en action en lançant des activités de récupération des terres polluées par l'artisanat sur le site de Nimbrogo. Et puis, le Mali a décidé de rompre ses accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Une nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre les autorités maliennes et leurs anciens alliés dans la lutte contre le djihadisme. Les détails en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, voilà entre autres les titres qui vous seront développés dans ce journal. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec la commémoration de la 29e journée mondiale de la liberté de la presse qui se tient dans un contexte où le Burkina Faso a reculé au plan de la liberté de la presse. En effet, selon l'étude sur l'état de la liberté de la presse en 2021 menée par le centre de presse Norbert Zongo, la moyenne du Burkina Faso est de 2,25 sur 4 contre 2,41 sur 4 en 2020. Un recul qui, pour le président du comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo, constitue un mauvais signal pour la démocratie et pour l'état des droits. Le résultat de cette étude ont été présentés ce mardi 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. 2,25 sur 4, c'est la moyenne obtenue par le Burkina Faso de l'étude sur l'état de la liberté de la presse en 2021, menée par le centre de presse Norbert Zongo. Comparativement à 2020, on note un léger recul puisque la note du pays était de 2,41 sur 4. Avec la moyenne de 2,25 sur 4, la situation de la liberté de la presse au Burkina Faso est plutôt bonne, selon le consultant Dr Lassane Yamiogo. Mais pour le président du comité de pilotage du centre de presse Norbert Zongo, il faut plutôt tirer leçon du recul qui constitue un mauvais signal pour la démocratie et pour l'état de droit. Pour avoir une démocratie forte, des institutions fortes et stables, il nous faut nécessairement avoir des médias puissants et des journalistes compétents. C'est pourquoi nous en appelons une fois de plus à la tenue des assises du journalisme dans notre pays, afin que les problèmes qui minent le secteur des médias et qui bloquent l'épanouissement des hommes et femmes des médias puissent être débattus et espérer y apporter des réponses satisfaisantes pour le bonheur de toutes nos populations, car une presse malade a des conséquences nécessairement sur sa population. Les éléments explicatifs de ce recul sont entre autres les actes criminels à l'égard des journalistes, la précarité des journalistes et des médias, la coupure d'Internet mobile entre novembre 2021 et janvier 2022 et le difficile accès à l'information publique et surtout celle sécuritaire. Tout en affirmant sa volonté de travailler à rendre l'information publique plus accessible, le ministre de la Communication annonce une relecture de la convention collective des journalistes. La direction générale des médias, qui est donc un département du ministère de la Communication, a été inscrit pour réviser avec l'ensemble des professionnels cette convention-là, pour l'appliquer au maximum, parce que vous savez que une chose est de prendre une décision, mais l'autre chose c'est de la mettre en œuvre. Et il y a plusieurs acteurs qui sont concernés. Il faut que chacun joue sa partition pour justement nous permettre de quantifier les avancées, voilà, dans le sens positif. L'autre fait marquant de la commémoration de cette journée mondiale de la liberté de la presse, c'est le lancement du prix Marie Soleil de la meilleure journaliste, dont l'objectif est de promouvoir le genre dans le journalisme.
Le public a également eu droit à un panel sur le thème « Les médias burkinabés face au numérique, comment mourir pour bien renaître ». À l'issue de la cérémonie de commémoration, les responsables du centre de presse Norbert Zongo ont rendu un hommage à l'ancien président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, considéré comme un fervent défenseur des médias. La journée mondiale de la liberté de la presse au Mali a été placée sous le thème du journalisme sous l'emprise du numérique. Une journée internationale qui est passée sous silence dans ce pays. Contrairement aux autres années, les fêtières n'ont programmé aucune manifestation pour célébrer cette journée. Surtout que les médias maliens travaillent sous menace due aux multiples crises que traverse le pays. Dans tous les cas, l'avis des journalistes est partagé sur les conditions de travail des journalistes au Mali. Reportage notre correspondant Bouraïman Soulou. La journée internationale de la presse n'est pas célébrée au Mali. Une situation expliquée par la Maison de la Presse, l'une des fêtières initiatrices des activités du 3 mai au Mali. Aujourd'hui, en fait, c'est compte tenu des circonstances que vous connaissez déjà. Nous venons de sortir déjà de la fête de Ramadan et puis en fait du 1er mai et de bien d'autres activités qui forcément ont amené les autorités à déclarer le lundi en fait jour férié. Mardi étant en fait un jour de reprise, forcément nous nous sommes dit que ce serait trop juste de pouvoir réunir tout le monde, essentiellement par rapport à ça. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour voir comment effectivement, en tout cas de façon différée, célébrer cette liberté de la presse le week-end en fait à venir. Le journalisme sous l'emprise du numérique est le thème international de cette année. Un thème d'actualité qui interpelle particulièrement les organes de la presse écrite, nous dit ce directeur de publication. Ce thème est plus que d'actualité. Et le journalisme sous l'emprise du numérique, je vous dis aujourd'hui la presse classique, notamment les journaux, là-bas aujourd'hui l'emploi est sérieusement menacé par les médias sociaux. Les médias, ils peuvent souffrir, mais difficilement ils peuvent disparaître. Simplement, il y a des adaptations à faire. Moi, j'appelle les confrères à s'adapter à l'ère du numérique. Depuis quelques années, l'exercice du métier de journaliste est devenu un casse-tête au Mali. Des difficultés qui empêchent les journalistes de faire correctement leur travail, souligne cet autre directeur de publication. Souvent, il est difficile à la presse de jouer pleinement son rôle dans un pays où les gens sont harcelés, les gens sont menacés. La menace, elle est réelle. Aujourd'hui, souvent, on est obligé, il y a des informations qu'on ne pouvait pas faire sortir parce que tout simplement, on a peur. Pas peur de mourir ou quoi, mais peur d'être menacé, peur d'être intimidé. Si certains dénoncent le climat de travail pesant au Mali, d'autres par contre estiment que la liberté de la presse est épargnée malgré la situation du pays. Au Mali, ici, aujourd'hui, nous, la presse malienne, je peux dire qu'on n'a aucun problème. Personne ne pourra nous dire aujourd'hui qu'il a été empêché d'écrire ou bien de parler des choses dans les médias, sauf si des choses que toi-même, tu sais très bien que l'éthique et la déontologie journalistique vraiment les empêchent. Rappelons que la journée internationale de la presse intervient cette année dans un contexte de tension entre les autorités de la transition et certains médias, en l'occurrence des médias étrangers. Retour au Burkina Faso où le ministre de la Justice et des Droits humains a réagi sur l'affaire d'extradition de François Compaoré, le frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, et sur l'information selon laquelle les autorités de la transition n'ont pas encore apporté de réponse à la correspondance française demandant la confirmation des garanties afin de pouvoir extrader François Compaoré. Le ministre de la Justice dit s'inscrire en faux contre ces allégations. Écoutons-le au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. J'ai été très surpris par cette polémique qui est née hier et qui très rapidement a commencé effectivement à embraser la presse sur le fait que le Burkina Faso n'aurait pas accompli, n'aurait pas répondu à un certain nombre donc, de questions qui lui auraient été posées dans le cadre du processus qui est en cours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je m'inscris totalement en faux contre ces allégations, dans la mesure où, effectivement, comme je l'ai dit, à bonne date, dès lors que nous avons reçu effectivement cette demande de questions,
qui a demandé effectivement la confirmation des conditions de détention au niveau du Burkina Faso, nous avons fait la réponse adéquate et cette réponse a été adressée par la voie diplomatique comme il se doit dans le cadre de cette affaire. Donc depuis pratiquement plus de 2 semaines, 3 semaines même, 22 avril je crois, cette question a été réglée à mon niveau, en tout cas au niveau du ministère de la Justice. Je ne sais pas d'où vient l'information que le Burkina Faso n'a pas répondu et que le délai expirait aujourd'hui et que je devais m'attendre éventuellement à un groupe de journalistes pour me demander aujourd'hui si ça a été fait. Alors, pour ceux qui se posent encore la question, c'est réglé. Depuis un certain temps, on nous a posé des questions. Nous avons répondu à toutes ces questions et effectivement, la procédure va se poursuivre entre l'État français et la Commission européenne des droits de l'homme et des peuples. Passation de service ce mardi 3 mai 2022 à la primature entre le nouveau secrétaire général Abdoul Salam Gampene et la secrétaire générale sortante Madame Yvonne Nwamba Negigma. Au cours de son installation, le nouveau secrétaire général a dû placer sa mission sous l'angle de la consolidation des outils de pilotage pour le suivi quotidien de l'action gouvernementale. Et c'est avec Serge Kaboré. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 27 avril dernier, Abdoul Salam Gampene, à travers cet échange de documents, est désormais installé dans ses fonctions de secrétaire général de la primature. Il remplace à ce poste Yvonne Nwamba Negigma, qui aura passé 2 années à la tête du secrétariat général de l'institution. À l'heure du bilan, c'est avec le sentiment du devoir accompli qu'elle quitte ses collaborateurs. Durant un peu plus de 2 ans, nous avons pu, ensemble, engranger des résultats fort appréciables. Je retiens la mise en œuvre d'outils existants et l'élaboration d'autres dans l'optique de la planification et de suivi des programmes d'action des ministères. Ensemble, nous avons formé cette équipe technique qui a accompagné, et ceci pour la première fois, l'exercice d'évaluation des performances des ministères. Ce fut une expérience enrichissante. Précédemment inspecteur du Trésor au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, première classe 10e échelon, Abdoul Salam Gampene a désormais la lourde tâche de veiller à la coordination de l'action des différents départements ministériels à travers le poste de secrétariat général. Il place sa mission sous l'angle de la consolidation des outils de pilotage pour le suivi quotidien de l'action gouvernementale. La situation sécuritaire difficile que notre pays traverse commande que nous soyons proactifs dans la coordination de l'action gouvernementale. Et comme vous le savez bien, la proactivité nous interdit toute improvisation. À l'attention de tous les collaborateurs, le management participatif sera l'approche que nous entendons privilégier. Car c'est ensemble qu'on peut relever, j'allais dire, le challenge. J'attends donc, je compte sur votre engagement, sur le dévouement, la disponibilité et surtout l'esprit de sacrifice de tous. À l'endroit de la secrétaire générale sortante, le directeur de cabinet de la primature Luc Hien, qui présidait la cérémonie de passation, a exprimé ses remerciements pour le travail abattu. À l'endroit du secrétaire général entrant, il a adressé ses vives félicitations au nom de l'ensemble du personnel de la primature. L'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, avec l'appui de ses partenaires, a lancé des activités de récupération des terres polluées par l'artisanat sur le site de Nimbrogo dans la commune du Ziou. Le 29 avril dernier, c'est à travers la technologie de la phytorémédiation que l'Institut compte contribuer à une meilleure conservation des sols et des eaux dans les sites d'exploitation artisanale de l'or. Abdoulrahim Mienye nous en dit plus. Selon les chiffres de l'ANEMAS, Agence nationale de l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et semi-artisanale, le Burkina Faso compte 600 sites d'exploitation d'or artisanal, une activité qui contribue à l'économie nationale, mais connue pour avoir de graves conséquences sur l'environnement. L'utilisation du cyanure et autres produits chimiques dans le traitement de l'or contribue à la dégradation du sol et à la pollution des cours d'eau dans les zones d'exploitation. C'est pour apporter des solutions à ce problème environnemental que l'IRSAT, Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, a mis en place la technologie de la phytorémédiation qui permet de restaurer et de fertiliser le sol.
Il y a beaucoup d'animaux qui meurent à cause de la pollution du site. Et c'est ce qui explique notre présence ici pour réceptionner ce site où nous allons implanter la phytorémédiation. La phytorémédiation qui est une technologie de dépollution des sols par l'utilisation de plantes. Et la plante que nous avons choisie, c'est Chrysopogon zizaenodes. Elle a un système racinaire très profond qui permet l'enracinement de la plante à telle enseigne qu'on peut l'utiliser également comme est vive pour renforcer les plantes aussi. Et ça permet également le traitement de l'eau. Et donc, c'est vraiment la plante idéale pour pouvoir régénérer le couvert végétal sur ces sites, mais aussi contribuer à éliminer la pollution, à réduire la pollution, afin de rendre ce sol encore utilisable pour d'autres usages. Ce projet est bien accueilli par le chef du village de Nimbrogo qui a mis à la disposition de l'IRSAT son terrain pour l'installation de la technologie, chose qui réjouit le haut-commissaire de la province du Naouri qui invite les populations à accompagner la réalisation du projet. Ça a été l'occasion pour moi d'inviter les populations et les autorités coutumières et religieuses, les associations et groupements de jeunes, de femmes à s'approprier justement cette technologie qui a été développée et comment en essayant d'entretenir de façon adéquate et de suivre également les plans qui seront mis à terre pour justement permettre effectivement de récupérer les terres. Le directeur général de l'ANEMAS a salué le processus de mise en œuvre de cette technologie qui entre en droite ligne des objectifs de sa structure. Notons que la technologie de phytorémédiation est mise en œuvre par le consortium SNV et financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers le projet Eau Clé de développement durable. Et du 28 octobre au 6 novembre 2022 se tiendra la 16e édition de la Biennale du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. Après la suspension de cette 16e édition en 2020 à cause de la maladie à coronavirus, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour offrir un SIAO digne de ce nom aux festivaliers et exposants en cette année 2022. Selon le directeur général de ce salon, le taux de réalisation des activités préparatoires est à environ 50%. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Fatimata Nikema. Cadre de promotion des produits artisanaux, d'expression et d'échange entre les professionnels du domaine sur les défis du secteur, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou SIAO ouvrira ses portes le 28 octobre 2022 à Ouagadougou. Célébré chaque 2 ans au Burkina Faso, la 16e édition du SIAO s'annonce prometteur selon son directeur général. À 6 mois de sa tenue, les préparatifs vont bon train. La liste des artisans exposants est ouverte depuis le 15 décembre 2021 et des démarches ont été entamées auprès des potentiels partenaires du SIAO pour un accompagnement. La feuille de route est aussi connue grâce aux documents de planification. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le directeur général du SIAO, Dramantou. Il y a déjà des inscrits où nous avons les preuves parce qu'on a pris au moins 50% du montant pour certains et la totalité pour d'autres. Et il y a des demandes de participation à travers les demandes de formulaires qu'ils ont enseignés qui n'ont pas encore payé. Et nous pensons que dans ce lot, il y aura beaucoup de personnes. Pourquoi je suis presque confiant qu'il y en aura un nombre assez significatif pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, notamment pouvoir vendre 700 stands. Mais ce n'est pas le seul objectif recherché par le comité d'organisation de cette biennale. Nous souhaitons avoir au moins 28 pays participants à cette 16e édition. Nous souhaitons avoir au moins 3000, n'est-ce pas, exposants, au moins. Parce qu'un exposant peut se trouver avec 5 stands, 4 stands, 3 stands. Voilà. Nous souhaitons aussi avoir au moins, au bas mot, 300 journalistes, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui viennent couvrir cet événement.
Les objectifs de cette 16e édition du CIAO sont donc connus. Il reste maintenant la stratégie à mettre en œuvre pour les atteindre. Et parmi les composantes de cette stratégie, la communication. Même si elle n'est pas encore active, les acteurs clés sont informés selon le directeur général du CIAO. La communication pour le moment c'est axé sur les avantages que nous offrent les technologies de l'information et de la communication, les sites internet, la page Facebook et les mailings groupés à travers la base, grâce à la base de données qu'on a au CIAO ici d'artisans et d'architectes professionnels. Mais nous n'avons pas encore fait une communication active à l'international pour capter davantage ces personnes. La programmation est faite pour que nous puissions dérouler cela. En attendant cette campagne de communication, on note d'ores et déjà des réticences à cause de la situation sécuritaire du pays. Du côté des architectes professionnels, certains ont un peu toujours cette crainte, n'est-ce pas, à venir dans notre pays parce qu'ils pensent que la situation sécuritaire est telle que on ne peut pas se mouvoir au pays et nous allons les rassurer pour dire non. Nous avons des défis sécuritaires, mais nous sommes convaincus que des dispositions seront prises pour que le salon se passe dans de très bonnes conditions sécuritaires, sanitaires et organisationnelles. Rappelons que le CIAO, c'est aussi des concours, des conférences, de la gastronomie, des podiums et une journée dédiée aux pays invités d'honneur. Le thème retenu pour l'édition 2022 est artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Notons que le pays invité d'honneur n'est pas encore connu. Cependant, les démarches sont toujours en cours avec l'appui des autorités diplomatiques pour avoir un pays invité d'honneur selon Dramantou. En marge de la célébration de la Journée mondiale du paludisme commémorée chaque 25 avril, l'association Nouvelle Vision et ses partenaires ont marqué une halte pour venir en aide aux personnes vulnérables dans le quartier Kolonaba de Ouagadougou. Des activités marquées par des moments de dépistage en plus d'une caravane qui s'est invitée au domicile de certains résidents pour des échanges communautaires afin d'adopter de bons comportements dans la lutte contre cette maladie. Michael Tougri pour le reportage. Caravane santé de l'association Vision Nouvelle aux côtés des populations vulnérables du quartier Kolonaba. Objectif de cette tournée dans les familles, apporter du réconfort aux habitants, mais aussi procéder à un dépistage multimaladie grâce à ce dispositif. Avec ce véhicule mobile et médicalisé, au total, plus de 200 tests seront réalisés. Ces agents de santé sont reçus dans les concessions. Une démarche qui vise à échanger pour apporter les bonnes informations aux populations dans le cadre de la lutte contre les maladies. Notre action ce matin, c'est de travailler avec les communautés, collaborer avec elles, communiquer avec elles et bien sûr avec les agents de santé. Faire en sorte que les agents de l'hôpital se déplacent vers les populations et les services de promotion de la santé se déplacent vers les populations afin de pouvoir leur donner l'information exacte et les montrer de façon pratique comment est-ce qu'il faut faire pour trouver la bonne santé. Le dépistage pour le paludisme, l'anémie, l'hypertension, le diabète, les hépatites. Et en plus de ça aussi, avec l'équipe des médecins, des acteurs de la santé, nous allons prendre d'assaut environ une centaine de familles dans le quartier en vue en fait d'apporter les informations nécessaires pour qu'elles puissent se prendre en charge et surtout en fait éviter de contracter le paludisme. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du paludisme commémorée chaque 25 avril. Le paludisme au Burkina Faso est un problème de santé publique et la première cause de consultation et de mortalité. La caravane santé a distribué au sein des familles des moustiquaires imprégnés et des pots de pommade anti-moustiques. Parmi les bénéficiaires, Pauline Kwama, qui n'a pas manqué de remercier l'association Nouvelle Vision pour cette action. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force, surtout à vous les jeunes, pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans la paix. Je souhaite également que la paix revienne au Burkina Faso. Pour cette année 2022, la Journée mondiale du paludisme est commémorée sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». En 2021, plus de 12 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dans les formations sanitaires du Burkina Faso, avec 605 500 cas de paludisme grave et 4 355 décès.
Les jeunes du quartier Wayalgan réunis autour de l'association Urgence Humanitaire Nord-Sud ont fait parler leur cœur le dimanche 1er mai 2022. Déjà connus pour leurs différents actes de citoyenneté dans le nettoyage de leur quartier, ces jeunes ont volé au secours des personnes démunies en leur apportant des sacs de riz à la veille de la fête de Ramadan. Ceci en vue de leur permettre de passer une bonne fête. Hyacinthe Sawadgo nous en dit plus. C'est près de 3 tonnes de riz que les jeunes du quartier Wayalgan, réunis autour de l'association Urgence Humanitaire Nord-Sud, ont apporté aux personnes démunies. Ces jeunes, depuis plusieurs années, sont dans l'humanitaire. Cette structure associative œuvre également dans le domaine de la salubrité et de l'assainissement à travers des opérations de nettoyage. C'est le rassemblement des jeunes du secteur 42. On a eu l'idée en 2019 parce qu'on le faisait sans arrière-pensée, mais on a dit que non, le fait de se réunir, faire quelque chose de bien est primordial. Donc c'est en allant dans ce sens que nous nous sommes réunis en association maintenant pour aider un temps soit peu aux personnes démunies. Il n'y a pas une histoire d'ethnie ni de religion. Aider son prochain, c'est s'aider soi-même. C'est pour ça que nous le faisons. Une cérémonie de don de vivres qui a vu la présence du Nabatanga, chef de Wayalgan, qui n'a pas manqué de saluer cette action des jeunes qu'il juge salvatrice. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin et aussi les jeunes qui ont eu cette idée d'apporter de l'aide aux plus démunis. Elle est salutaire leur vision. Très touchés par cette marque de solidarité, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Venir en aide aux personnes démunies est une bonne démarche, surtout avec le peu de moyens dont ils disposent. En tout cas, que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils font. Les membres de l'association Urgence Humanitaire Nord-Sud promettent continuer sur cette même lancée. Ils appellent toutes les personnes de bonne volonté à emboîter leur pas afin de voler au secours aux personnes vulnérables. Parlons sport à présent. La dernière journée de la Ligue 2 a connu son dénouement ce week-end. Si le Real du Faso et le Raïmo sont champions et retrouvent l'élite, entre le San Matenga Football Club et l'Étoile africaine de Zignaré, c'était le sauve-qui-peut pour le maintien. Un match joué à huis clos au stade municipal de Kaya. Les deux équipes se sont neutralisées au terme des 90 minutes, 2 buts partout, qui envoient le San Matenga Football Club en 3e division. Hyacinthe Sawadgo pour les détails. Le San Matenga Football Club avait son destin en main pour le maintien en 2e division à cette dernière journée. Face à l'Étoile africaine de Zignaré ce dimanche, il fallait creuser l'écart de 2 buts pour se maintenir, pendant que l'adversaire du jour a besoin d'un nul pour rester en 2-2. À peine les hostilités sont lancées que l'EAZ met 2 minutes pour ouvrir le score. Les choses se compliquent davantage pour le San Matenga Football Club, mais à la 10e minute, les KLR remettent les pendules à l'heure sur ce coup franc. Un but partout. Le San Matenga, qui semblait reprendre les choses en main, se fait punir sur un cafouillage. L'équipe de la Cité des Brochettes au Kourakura va tenter le tout pour le tout, mais n'arrive pas à revenir au score jusqu'à la mi-temps. De retour de la pause, le San Matenga Football Club revient en force, tout d'abord avec ce premier ballon qui passe à côté, et ensuite cette faute de main du gardien de but de l'EAZ qui remet les deux équipes à égalité. Les poulains de Bruno Gouba ont encore 2 buts à marquer. Ils prennent le match à leur compte, multiplient comme punis par le sort. Ils ont la maladresse et ratent un penalty, gâchant ainsi une occasion d'accentuer la pression sur leur adversaire.
Mais hélas, les lignes ne bougeront pas. 2 buts partout et c'est la descente en 3e division pour le San Matenga Football Club. Bon, à chaud, c'est vrai que le score s'est soldé sur un match nul, 2-2. Mais vu l'ensemble du jeu, à 2-2, il rate un penalty. C'est ça aussi le football. Mais c'est ça. Vraiment, c'est un jour très triste pour nous, pour San Matenga Football, et pour la Ligue et en général pour tous les fans du football dans le centre nord et au San Matenga. Vraiment, c'est un jour très triste. Bon, c'est vrai, les dieux du foot vraiment n'étaient pas de notre côté, sinon les joueurs se sont bien battus. Bon, hormis vraiment la malchance, en tout cas on aurait dû peut-être autre résultat. Un ouf de soulagement pour l'étoile africaine des Ignarés qui ne cherchait qu'un match nul pour se maintenir en 2e division. Nous sommes arrivés juste 2 mois à la tête de cette équipe de l'étoile africaine des Ignarés. Objectif sauvetage. Et je pense qu'on a sauvé l'équipe. À un mois, c'était très difficile. Vous savez que ce match-là, c'était un match de finale. Et cette finale, on a essayé de la gagner en point. Donc ça veut dire que 2 buts partout, nous sommes qualifiés pour la 2e division. Pour les premiers responsables de la Ligue de football du Centre-Nord, tout est à recommencer avec une insécurité qui impacte le football. Les rêves du San Matenga Football Club pour le maintien n'est qu'un cauchemar. L'équipe s'est sabordée et descend en 3e. Et son adversaire du jour, l'EAZ, assure son maintien. Rappelons que le Real du Faso et le Raimo retrouveront l'élite la saison prochaine. Hors de chez nous, le Mali a décidé lundi dernier de rompre ses accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Il s'agit là d'une nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre les autorités maliennes et leurs anciens alliés dans la lutte contre le djihadisme. Bamako dénonce ainsi les accords de statut des forces qui fixent le cadre juridique de la présence dans le pays des forces françaises Barkhane et européennes Takuba. Suivons ce reportage. La junte militaire malienne met ses menaces à exécution. Elle a dénoncé lundi les accords de défense conclus avec la France en juillet 2014. Bamako accuse Paris d'atteinte flagrante à la souveraineté nationale et de multiples violations de son espace aérien. L'opération Barkhane est concernée, mais aussi l'engagement européen. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut de détachement non français de la force Takuba. C'est une étape de plus dans la dégradation des relations entre le Mali et la France. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires en août 2020, Paris a déjà commencé à quitter progressivement le pays. L'opération de retrait doit durer entre 4 et 6 mois. Mesdames, Messieurs, sachez que pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez d'abord réaliser quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je vous laisse méditer sur cette belle pensée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations.